Chapitre 1. Mort à la galerie. Carmichael. La pluie tambourinait avec insistance contre les fenêtres du numéro 7 de Kingsmere Street, une de ces étroites avenues londoniennes qui conservent encore le parfum rance de l'aristocratie déchue. À l'intérieur, le Galerie Carmichael a célébré son soirée de réouverture privée auquel avaient participé une vingtaine de personnes choisies, des collectionneurs d'art, des critiques implacables, quelques nobles défavorisés et, bien sûr, les inévitables courtisans. L'hôte de la soirée, Archibald Carmichael, se déplaçait dans les pièces comme un acteur sur sa scène, s'arrêtant pour expliquer d'une voix pompeuse la valeur symbolique de chaque trait, chaque coup de pinceau de la collection moderniste désormais accrochée au mur. Mais c'est sa dernière acquisition qui a retenu l'attention de tous. Le silence d'Eurydice, tableau d'un auteur inconnu où le rouge semblait saigner de la toile. C'était à 18 heures du soir, alors qu'on versait un vieux Porto millésimé, quand le premier cri retentit. « Mon Dieu, il y a du sang !» Les invités se sont rassemblés en masse aux petites pièces à côté, où l'art japonais était autrefois exposé. Au sol, entre les panneaux de soie et les personnages, en céramique gisait Léopold Renner, critique d'art et ennemi personnel notoire de Carmichael. Son corps était effondré sur un tapis et sa main droite tenait toujours un plume de style pivoté, trempé de sang. Au dos d'une feuille de catalogue pliée à la hâte, quelqu'un avait écrit à l'encre rouge ou avec son propre sang. J'étais dans la salle des portraits depuis 9 heures ans, je le jure. Un alibi écrit avec son dernier souffle, mais aucune trace de larmes. L'inspecteur local, George Ridley, est arrivé 20 minutes plus tard, interrompant la panique élégante des participants avec sa voix rauque et ses bottes boueuses. Il a ordonné la fermeture du bâtiment, l'arrestation de toutes les personnes présentes et le début immédiat des interrogatoires. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une théorie superficielle se forme, un suicide mélodramatique avec de l'encre et de la théâtralité, ou un meurtre passionné, peut-être commis par la femme avec laquelle, selon la rumeur, Renner avait eu un désaccord romantique. Cependant, l'un des invités, un homme de petite taille avec une moustache parfaitement taillée et un costume impeccable sans une seule goutte d'eau, malgré la pluie battante, ne semblait pas intéressé par les chuchotements ni par le vin. « Mon Dieu !» écrit un alibi avec du sang. « Quel désespoir ! Ou quel calcul !» murmura-t-il avec un accent belge, en regardant le journal, comme s'il s'agissait d'un aveu caché. Hercule Poirot. Je ne croyais pas à l'apparent, et sans le savoir, toutes les personnes présentes venaient de devenir des pièces sur un échiquier plus complexe qu'elles ne l'imaginaient. Chapitre 2. Le cercle fermé. La salle principale de la Galerie Carmichael avait été transformée en salle de stockage de fortune. Les invités, pour la plupart au visage pâle et aux manières tendues, étaient assis en groupes dispersés sur des canapés et des chaises rembourrées, tandis qu'un officier plaçait du ruban de sécurité autour de la pièce latérale, où le corps de Léopold Renner. L'inspecteur George Ridley. Il s'éclaircit la gorge et se dirigea vers l'avant, visiblement irrité par l'atmosphère cultivée et l'arôme du vernis et du vin cher. Personne ne quitte le bâtiment. Ce qui s'est passé ici n'est pas un malheur anodin, a-t-il déclaré d'une voix grave. L'un de vous a été témoin, a participé ou a dissimulé un crime. Et je vous l'assure, je ne partirai pas sans réponse.
D'un côté, Poirot se tenait debout, les bras croisés dans le dos, les yeux parcourant chaque visage avec une vive curiosité. Il parlait sans élever la voix, mais tout le monde l'entendait. « Inspecteur, serait-il prudent de commencer par identifier formellement les personnes présentes? Le meurtrier, s'il est parmi nous, et croyez-moi, il l'est, n'aura d'autre choix que d'entendre son nom. » Ridley renifla, mais acquiesça. Poirot, sans demander la permission, s'avança avec un carnet à la main, avec une sérénité qui contrastait violemment avec la tension ambiante. « Nous allons commencer par l'hôte, monsieur Carmichael. » Archibald Carmichael, la cinquantaine, était un homme mince, à la barbe parfaitement taillée et au regard lointain. Sa voix tremblait légèrement pendant qu'il parlait. « Je suis le propriétaire de la galerie. Rainer était mon invité, même si je ne peux pas prétendre que nous étions amis. Nous nous sommes disputés il y a quelques jours à peine sur l'authenticité de l'œuvre principale. » Poirot hocha lentement la tête. « Où étais-tu entre 9h et 10h ce soir? » Avec Monsieur Bennett, le collectionneur américain, dans la salle des sculptures. Nous parlions d'une figure étrusque, demandez-lui. Gregory Bennett, un grand homme avec un accent épais et un bracelet en or, hocha la tête depuis son siège sans lever les yeux du sol. C'est vrai, bien qu'Archibald soit parti quelques minutes pour parler au personnel. Il a dit que quelqu'un avait déclenché l'alarme d'urgence, mais n'avait rien trouvé. Poirot a noté sans porter de jugement. Et vous, monsieur Bennett? Quelle heure était-il? À 9h35, plus ou moins, continua Poirot. Qui d'autre veut dire où il se trouve? Une femme, au visage pâle, vêtue d'une robe en soie noire, leva la main. Dame Vénétia. Haro, avec ses airs gothiques et ses anneaux d'onyx, parlait d'une voix douce, presque spectrale. J'étais seul, je regardais le silence d'Eurydice. Cela me fascinait depuis mon arrivée. J'ai même discuté de la pièce avec M. Rainer. Il m'a dit que c'était un faux obscène. Poirot pencha la tête. Un faux? Quelle violente accusation à prononcer lors d'une soirée privée, non? Il ne croyait pas aux subtilités, répondit froidement Vénétia. Parfois, il semblait plus intéressé à détruire des réputations qu'à analyser l'art. Une autre voix intervint. Était Iris Carmichael, la nièce de l'animateur, une jeune blonde au visage pointu et aux yeux nerveux. J'étais dans la salle de piano en train de jouer. Plusieurs l'ont entendu, je n'ai rien à voir avec ça. Rainer avait-il des ennemis personnels? Ridley l'interrompit. Au-delà de ces discussions artistiques, les visages se tournèrent vers un homme aux cheveux gris, soigneusement peignés. Jules Fenwick, avocat de la famille Carmichael et vieille connaissance du défunt. Léopold était brillant, mais arrogant. Il connaissait trop de secrets. C'était le genre d'homme qui utilisait les confidences comme monnaie d'échange. Il aurait facilement pu se faire des ennemis. Poirot n'a pas manqué la nuance. Vous y compris, monsieur Fenwick? L'avocat maintenait son regard, sans cligner des yeux. Léopold m'a publiquement accusé d'avoir manipulé une vente aux enchères en faveur de la galerie. C'était un mensonge. Mais oui, nous avions des affaires en suspens. Poirot ferma soigneusement son carnet. Il se dirigea lentement vers la table où se trouvait le catalogue sanglant, toujours protégé sous un dôme de verre de fortune. Un alibi écrit à l'encre ou au sang.
et personne ici présent ne prétend avoir été avec M. Rainer au cours de la dernière demi-heure de sa vie. Le silence qui suivit fut épais, chargé de suspicion. Poirot tourna lentement les talons. Inspecteur Ridley, il serait conseillé que vous examiniez les sorties de secours. Et pour ma part, j'ai envie de parler au personnel de ménage. Les yeux humbles voient souvent plus que ceux de ceux qui vivent dans l'opulence. Pensez-vous que l'un d'entre eux aurait pu voir le Meurtrier? Poirot sourit légèrement. Non, monsieur, je ne m'attends pas à ce qu'ils aient vu le tueur. Mais peut-être qu'ils ont vu quelqu'un s'enfuir. Chapitre 3. L'indice qui ne correspond pas. L'horloge grand-père indiquait 11h15 lorsque Poirot s'excusa gentiment du cercle des suspects et demanda la permission d'examiner la salle du meurtre par lui-même. Ridley, avec une expression sceptique mais résignée, hocha la tête avec un grognement. « Ne touche à rien sans avertissement, Poirot. Le coroner n'est pas encore arrivé. »« Calme-toi, mon ami, je ne souhaite pas perturber les choses. Observez simplement. Le désordre parle, s'il est permis. » Poirot entra dans la pièce latérale, où se trouvait le corps de Léopold Rainer. Il gisait toujours immobile, déjà recouvert d'un drap blanc. L'air était épais, mêlant l'odeur de la peinture, du vieux papier et de la mort. Il s'accroupit avec une extrême prudence devant ce foutu catalogue. Il n'y toucha pas, mais pencha la tête comme si le journal pouvait lui murmurer un secret. Puis, il leva les yeux vers l'encadrement de la porte. Aucun signe visible de lutte, aucune éclaboussure. Poirot tourna son regard vers le coin opposé de la pièce. Là, presque hors de vue, étaient alignés 2 bancs bas en bois, dont l'un était décentré comme si quelqu'un s'était levé précipitamment. Il s'approcha et examina attentivement la surface. Une légère marque rouge, comme le effleurement de doigts tachés de sang, tachait le coin. Poirot plissa les yeux. « Curieux, » murmura-t-il. « Trop visible pour être un oubli. Trop propre pour être une escapade. » À ce moment, un léger raclement de gorge annonça la présence d'une silhouette dans l'embrasure de la porte. Était Iris Carmichael, la nièce de l'hôte. Il portait une veste sur les épaules et semblait avoir pleuré récemment. « Monsieur Poirot, je peux te parler ?» Poirot se tourna doucement, lui faisant signe de fermer la porte derrière elle. « Bien. »« Sûr, mademoiselle. Mais avant de dire un seul mot, un avertissement, les nerfs ont tendance à brouiller la mémoire. Je veux juste des faits, pas des impressions. » Iris hocha la tête et s'assit sur le banc intact. Tact. « Je ne sais pas si c'est important, mais j'ai entendu quelque chose. Vers 9h40, j'étais dans la salle de piano, comme je vous l'ai dit, et j'ai cru entendre un murmure fort, comme une dispute étouffée. Il venait de l'aile est, juste avant l'aile japonaise. Poirot hocha la tête, prenant note. Avez-vous reconnu une voix? Pas clairement, mais cela aurait pu être celui de Lady Venetia. Il a un ton particulier, presque comme s'il récitait une tragédie. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il se dirigea lentement vers la fenêtre au fond de la pièce et regarda le cadre. Il y avait une fine couche de condensation, et dessus, une empreinte de paume, floue, inversée.
Est-ce que quelqu'un d'autre a vu M. Rainer ce soir? Après 9 heures? Pas à ma connaissance, dit Iris, et je pense que personne ne l'a cherché non plus. C'était le genre d'homme qui donnait envie de ne jamais le contrarier. Poirot pencha légèrement la tête. Et vous, mademoiselle? Quelle relation aviez-vous avec lui? Iris hésita un instant. Je le connais depuis des années. Je venais souvent dîner avec mon oncle. Mais, dernièrement, il était devenu plus cruel. Il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Il a menacé de révéler des informations financières concernant la galerie. Il posait des questions sur les héritages, les prêts. Cela me faisait peur. Poirot remarqua le tremblement dans sa voix, mais ne l'interrompit pas. Et cette galerie traverse des difficultés financières? Iris se mordit la lèvre inférieure. Mon oncle nierait tout. Mais si, les ventes sont en baisse, les dettes s'accumulent. Rainer le savait et l'utilisait. Poirot s'approcha lentement, l'observant toujours. « Merci, mademoiselle. Il a eu beaucoup de courage pour parler. Mais laissez-moi vous demander une dernière chose. Pensez-vous que votre oncle serait capable de tuer ?» Elle le regarda, et la peur et le doute se mêlèrent dans ses yeux. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Mais je sais qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner l'impression que c'est ce qu'il a fait. » Poirot ne dit rien de plus. Il lui fit doucement signe de revenir vers les autres. Lorsqu'il était seul, son expression changeait. De serein à curieux. Il regarda de nouveau l'alibi écrit. « J'étais dans la salle des portraits depuis 9 heures ans. Je le jure. » Poirot marmonna doucement. « Mais dans la salle des portraits, il n'y a pas d'horloge. Comment sauriez-vous l'heure exacte? » Quelques minutes plus tard, Poirot trouva l'inspecteur Ridley dans le bureau administratif de la galerie, en train de trier les papiers sans enthousiasme. « Inspecteur, existe-t-il une trace de l'heure exacte à laquelle quelqu'un a vu M. Rainer vivant pour la dernière fois? »« Pas encore, » renifla Ridley. « La plupart disent qu'ils ne l'ont pas vu après 9 heures. » Parce que quelqu'un a écrit son alibi avec une précision inhabituellement opportune. Et cela m'amène à me demander, qui a besoin d'un alibi écrit, si personne ne l'accusait encore? Ridley fronça les sourcils. Pensez-vous que ce n'est pas Rainer qui l'a écrit? Poirot haussa simplement les sourcils. Inspecteur, quelqu'un veut nous faire regarder dans la mauvaise direction. Et le moyen le plus efficace d'y parvenir est de laisser un indice trop évident. Chapitre 4. L'alibi parfait. Le lendemain matin, la galerie Carmichael était bouclée et sous surveillance. La nouvelle du crime avait commencé à se répandre dans la presse, et plusieurs journalistes de tabloïds traînaient autour de la porte avec leurs cahiers à la main, flairant le scandale parmi les statues de marbre et les peintures des collections privées. À l'intérieur, Poirot prenait son petit déjeuner dans une petite pièce adjacente, gracieuseté du majordome de la galerie, un homme mince nommé Élise qui servait le thé les mains tremblantes. Les traces de la nuit précédente flottaient encore dans l'air. Tension, murmures sourds, regards fugaces. « Merci, monsieur Ellis. Vous avez été très attentif, » dit Poirot en étalant une serviette sur ses genoux avec une précision mathématique. « Tout. Ce dont vous avez besoin, monsieur Poirot, » répondit le majordome en s'inclinant. À ce moment, l'inspecteur entra Ridley, avec un geste triomphal et un dossier sous le bras. Il s'installa immédiatement devant Poirot. « Nous avons une avance claire
et je pense que cette fois, même vous l'apprécierez. Poirot sourit poliment et haussa un sourcil. Un indice, dites-vous. Voilà, je suis intrigué. Ridley ouvrit le dossier et glissa une photo sur la table. Il contenait un mouchoir soigneusement plié. Dans un coin presque imperceptible, il y avait une goutte de sang séché et, sur le tissu brodé de fil rouge, 2 lettres AC. Il a été trouvé dans une poubelle à côté de la salle du crime, a déclaré Ridley. Et il n'y a qu'une seule personne parmi les personnes présentes avec ses initiales, Archibald Carmichael. Poirot n'a pas réagi immédiatement. Il regarda attentivement la photo, puis croisa les mains sur la table. « Et est-ce que M. Carmichael a des blessures ?»« Non, mais... » Ridley leva la main. « Le médecin légiste dit que Rainer a reçu un coup de couteau précis entre les côtes, presque chirurgical. Il n'y a pas de lutte, pas de blessure défensive. Le mouchoir aurait pu servir à nettoyer l'arme. » Poirot laissa échapper un léger soupir. « Un morceau très élégant, vous ne trouvez pas ? Monogrammé, sanglant, jeté dans une poubelle, juste à côté de la scène du crime. C'est théâtral. Êtes-vous en train de suggérer qu'il a été Planté? Je suggère que, comme l'alibi écrit, cela ressemble davantage au geste d'un auteur qui veut que nous trouvions une histoire, pas la vérité. Ridley fronça les sourcils, irrité. « Alors ça ne vaut rien ? » ?»« Au contraire, mon ami, cela vaut Beaucoup. Parce que ça nous parle du meurtrier. Le prochain à être interrogé était Dame Venetia Harrow, qui apparut avec la même élégance sombre que la veille. Elle était vêtue de gris fumé et portait des gants en dentelle noire, comme si elle assistait à des funérailles personnelles. « Miss Harrow, » commença Poirot, assis en face d'elle dans la bibliothèque. « La nuit dernière, vous avez mentionné vous être disputé avec M. Rainer. Pourriez-vous m'en dire plus ?»« C'était une conversation privée, répondit-il avec un regard glacial. Mais je n'ai rien à cacher. Il m'a accusé de vendre des contrefaçons dans ma précédente galerie. C'était une ignoble attaque. Je l'ai juste rejetée. Et tu étais seul au moment de la mort ? C'est comme ça. Personne ne peut confirmer où je me trouve exactement. Je ne suis pas non plus à eux. Peut-être que nous devrions tous être soupçonnés, vous ne pensez pas ? Cela se produit maintenant, mademoiselle, dit doucement Poirot. Mais il y a ceux qui semblent plus disposés à être accusés. Par exemple, votre ami, Monsieur Fenwick. Saviez-vous que vous aviez investi de l'argent dans cette galerie et que vous aviez peur que Rainer l'expose ? Venetia baissa les yeux pendant quelques secondes avant de répondre. Julius n'a pas de sang sur les mains. C'est un homme de loi, un homme pratique. La pratique n'exclut pas le désespoir, répondit Poirot. Dis-moi, as-tu vu quelque chose d'anormal hier soir ? Venetia hésita, puis acquiesça. Ouais. Alors que je suis allé me maquiller, dans la salle des miroirs, j'ai vu Iris Carmichael passer précipitamment. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré ou peut-être crié. Remarqua Poirot sans changer d'expression. Merci, c'est tout pour le moment, Lady Harrow. Quelques minutes plus tard, ce fut au tour de Jules Fenwick, qui entra d'un pas sûr et d'un sourire glacial. Je suppose que vous êtes venu me demander... Si j'ai tué mon vieil ennemi avec un stylo-plume, Poirot. Non, monsieur Fenwick,
Je suis venu observer comment vous répondez aux questions que je ne vous ai pas posées. Fenwick eut un rire sec. Très bien. Avant, où étais-tu entre 9 et 10 heures dans la salle de croquis? J'étais seul. Je doute que cela m'aidera. Et pourtant, il semble calme. Parce que je sais comment ça marche. Vous éliminerez les suspects un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et si je ne suis pas celui-là, je n'ai pas à m'inquiéter. Poirot le regarda intensément. Ce serait vrai si le meurtrier agissait comme un homme rationnel. Mais je crois que ce crime a été commis par quelqu'un profondément blessé. Pas par haine, mais par quelque chose de plus intime, quelque chose d'émotionnel. Fenwick baissa la tête. Alors je te souhaite bonne chance. Je n'ai pas d'émotion. Lorsqu'il quitta la pièce, Poirot resta silencieux pendant plusieurs secondes. Puis il écrivit une seule phrase dans son cahier. Trop parfait pour être vrai. Suspect idéal. Et à ce moment-là, un policier fait irruption. Dans la bibliothèque. Monsieur Poirot, nous avons trouvé autre chose. Dans le débarras, sous une caisse de cadres anciens, il y a une couche noire. Et à l'intérieur, une lettre sans adresse de retour, adressée à Léopold Renner. Il est taché De sang. Poirot se leva lentement. Ses yeux pétillaient d'un intérêt renouvelé. Alors le meurtrier nous a laissé une troisième histoire. Chapitre 5. Le jeu psychologique commence. La cape noire trouvée dans la salle de stockage était désormais accrochée à un porte-manteau de fortune, tandis que la lettre tachée reposait dans un sac de preuves, toujours non lu par quiconque sauf Poirot. « Bien ?» demanda Ridley en se tenant à côté de lui. « Qu'est-ce que ça dit ?» Poirot tenait l'enveloppe non ouverte entre ses doigts soignés, comme s'il avait peur de perdre son équilibre. « Je ne sais pas encore, inspecteur. Parfois, savoir trop tôt brouille la déduction. Je veux comprendre ce que cela signifie. » L'acte de l'avoir laissé là, pas seulement le contenu. Et s'il contient une confession? Poirot pencha légèrement la tête. Alors ce serait encore plus suspect, n'est-ce pas? Ridley renifla, mais n'insista pas. Poirot brisa doucement le sceau. Le papier à l'intérieur était froissé, écrit à la main à l'encre noire. Le message était bref, mais chaque mot semblait trembler sur place. « Je vous ai prévenu. » De ne pas le rendre public. Ce qui est mort doit rester mort. Ceci est votre dernier avertissement. Poirot relut le message plusieurs fois. Il le remit ensuite dans le sac avec une expression pensive. « Qu'en pensez-vous, inspecteur ?» Une menace, évident, direct, signée avec du sang, pratiquement. Non, non, trop direct, presque théâtral, encore une fois, comme si le tueur était encore en train d'écrire un scénario pour nous. Et si c'était Renner qui l'avait reçu et il l'a caché? Peut-être qu'il savait qui le menaçait. Poirot secoua lentement la tête. Si Renner l'avait reçu avant sa mort, il ne l'aurait pas caché sous une boîte dans la réserve. Il l'aurait emmené avec lui, ou je l'aurais utilisé comme un avertissement. Ceci a été laissé là après de la criminalité. Non pas pour intimider les morts, mais pour manipuler les vivants. Ridley se frotta la nuque avec frustration. Alors nous revenons au début. Non, mon ami, nous sommes là où le tueur veut que nous soyons. Et cela, en soi, nous en dit long. Cet après-midi-là, Poirot demanda à le revoir. Iris Carmichael. La jeune femme entra visiblement épuisée, avec des cernes sous les yeux
et les cheveux négligemment attachés. « Est-ce que j'ai des ennuis, monsieur Poirot ?» demanda-t-il à voix basse. « Non, mademoiselle. Je veux juste mieux te comprendre. Vous avez mentionné que monsieur Rainer était au courant de questions financières sensibles. Connaissez-vous également votre situation personnelle ?» Iris déglutit. « Que veux-tu dire ? À sa relation avec son oncle, à sa place dans l'héritage, À votre motivation pour protéger le nom de la galerie. » Elle baissa les yeux. « Mon oncle m'a promis qu'un jour la galerie m'appartiendrait, pas par affection, mais parce qu'il n'a pas d'enfant. Mais Rainer connaissait une hypothèque cachée. Je savais que si cela était révélé, la galerie serait perdue, et avec elle, tout ce que j'avais fait, tout ce que tu avais fait, ou tout ce que tu avais sacrifié. » Iris leva les yeux. Ses yeux brillaient, non pas de colère, mais de tristesse contenue. « Je travaille ici depuis l'âge de 18 ans. J'ai refusé les bourses, j'ai rejeté le mariage, j'ai tout rejeté pour maintenir cela à flot. Si Rainer détruisait la réputation de la galerie, personne ne me donnerait une seconde chance. » Poirot hocha la tête, comprenant. « Mais tu ne l'as pas tué. »« Non, » dit-elle, avec plus de peur que de conviction. « Je voulais juste qu'il se taise. Laissez-le partir. » Et qu'a-t-il fait pour y parvenir ? Iris resta silencieuse pendant quelques secondes. Je lui ai dit que je connaissais le tableau. Il silence d'Eurydice. Je lui ai dit que je savais que ce n'était pas authentique. Et ça l'est ? Je ne sais pas. Mais c'était suffisant pour lui faire peur. C'est du moins ce que je pensais. Poirot réfléchit un instant. Puis, d'un ton presque désinvolte, il demanda « Connaissez-vous quelqu'un qui porte des capes noires ?» Iris avait l'air confuse. « Ici ? Seulement Lady Vénétia. Elle porte toujours quelque chose comme ça lors des inaugurations. » Poirot la remercia et la renvoya avec un sourire chaleureux. Dès qu'elle est sortie, son visage a changé. Il restait seul, pensif, caressant lentement sa moustache. À la tombée de la nuit, Poirot demanda une rencontre privée avec Archibald Carmichael. L'hôte a accepté, bien qu'avec une contrariété visible. « Monsieur Poirot, je suis épuisé. J'ai des avocats, des journalistes, et maintenant vous insinuez des choses entre les lignes. Je ne veux pas dire « monsieur ». J'observe simplement. Et j'ai observé quelque chose de curieux. Saviez-vous que votre mouchoir a été retrouvé taché de sang ? Que ? Impossible, je n'utilise pas de foulard monogrammé. Et pourtant, le vôtre porte vos initiales, Colombie-Britannique, en rouge. Et on l'a retrouvé près du corps. Carmichael est resté silencieux. Puis il renifla. « Cela ne prouve rien. C'est un cadeau. N'importe qui aurait pu le prendre. » Poirot se leva lentement. « Peut-être, ou peut-être que quelqu'un veut nous faire croire que vous êtes le meurtrier. Quelqu'un qui connaît votre style, vos vêtements, vos effets personnels. » Poirot se dirigea vers la porte. Mais avant de partir, il s'est retourné. « Une dernière question. Monsieur, pourquoi as-tu placé le silence d'Eurydice comme œuvre principale de l'exposition ? » « C'est inhabituel, n'est-ce pas ?» Carmichael fronça les sourcils. « Parce que c'était une œuvre unique et parce que Rainer la détestait. » Poirot hocha lentement la tête. « Exactement. Je la détestais. Et pourtant, il est mort à quelques mètres d'elle. Cette nuit-là,
Poirot écrivit 2 choses dans son carnet. La scène a été soigneusement construite. Le tueur est quelqu'un qui comprend l'art, mais plus encore, qui comprend comment manipuler une histoire. Et en bas de page, il ajoutait « Demain, le tueur bougera, je dois être prêt ». Chapitre 6. Une torsion sur la toile. Le lendemain matin, le ciel de Londres était couvert de nuages si denses que la lumière semblait s'infiltrer de manière embarrassante à travers la vitre de la galerie. Poirot, impeccable comme toujours, attendait dans la salle des portraits, les mains croisées sur la canne dont il n'avait pas vraiment besoin, mais qui, comme il le disait, offrait un équilibre Hostile. L'inspecteur Ridley fit irruption sans cérémonie, tenant un dossier sous le bras. Vous souvenez-vous de la lettre tachée de sang? Nous l'avons fait analyser. Le type d'encre ne correspond à aucun des stylos trouvés dans la galerie, pas même à celui que possède Rainer. Poirot sourit subtilement. Et le sang? Groupe A, positif, tout comme Rainer. Mais c'est aussi le groupe sanguin le plus répandu en Grande-Bretagne. Cela ne nous dit pas grand-chose. Au contraire, murmura Poirot, cela nous dit quelque chose de très important. Le tueur voulait nous faire croire que Rainer avait écrit cette lettre et qu'il a eu accès à son sang après sa mort. Ridley cligna des yeux. Voulez-vous dire que le sang a été prélevé comme s'il s'agissait de peinture? Inspecteur, dans une galerie, à quoi d'autre vous attendriez-vous? Ils furent tous deux interrompus par l'arrivée agitée d'Ellis, le majordome. Messieurs, excusez-moi, mais il s'est passé quelque chose. Lady Vénétia a disparu. La chambre de Lady Vénétia, dans l'hôtel adjacent, était ouverte mais vide. Le lit défait, la valise toujours là. Il ne manquait que 2 choses, son habituel manteau noir et une petite boîte en bois que, selon la réceptionniste, il portait avec lui depuis son arrivée. Poirot marchait lentement dans la pièce, ses pas doux sur le tapis. Qui l'a vu pour la dernière fois? Une serveuse, dit Ridley en consultant ses notes. À 6 heures du matin. Il a déclaré que Lady Vénétia partait par la porte arrière de l'hôtel, sans bagages. Poirot se pencha au-dessus de la coiffeuse. Une feuille de papier froissée dépassait du tiroir ouvert. Il la déplia soigneusement. C'était une lettre manuscrite, non signée. Il y a quelque chose que je ne peux pas laisser découvrir. Tout n'est pas sur la toile. Certains secrets transparaissent, hors du cadre. Ridley lut par-dessus son épaule. « Un aveu ou une distraction ?» murmura Poirot. « Tu ne vois pas ? L'écriture est très similaire à la lettre trouvée dans la cape. Et pourtant, il existe des différences. La forme du F, l'inclinaison du S. Ceci a été écrit par quelqu'un traité imiter la lettre précédente, pas par la même personne. Alors quelqu'un veut nous faire croire que Vénétia s'est enfuie à cause de la culpabilité. Exactement. Le meurtrier élève son travail. Il ne manipule plus seulement des objets. Il manipule désormais des personnes. Cet après-midi-là, la galerie était fermée au public. Poirot a demandé un accès exclusif à la pièce où il s'est accroché, le silence d'Eurydice. Le voilà seul, debout devant la toile, comme un prêtre devant un autel. La peinture semblait plus foncée qu'auparavant. Ou peut-être était-ce l'effet de la connaissance. Le visage d'Eurydice, sans trait défini, semblait flotter au milieu d'un rouge qui s'étendait comme une hémorragie. Poirot s'approcha, les yeux mi-clos.
À quelques centimètres du cadre, il détecta quelque chose. Un coup de pinceau ne fait pas partie de l'original. Petit, frais, Poirot recula d'un pas. Il sortit un mouchoir propre de sa poche et le toucha dans le coin inférieur droit du tableau. Le mouchoir était taché, pas d'huile, mais du sang séché. « Mon Dieu !» murmura-t-il. En effet, tout n'est pas sur la toile. Certains secrets se faufilent en lui. Quelques heures plus tard, dans la salle de réunion de la galerie, Poirot a convoqué toutes les personnes présentes. Archibald Carmichael, Iris, Julius, Fenwick, Gregory Bennet et l'inspecteur Ridley. Lady Vénétia était toujours portée disparue, mais son absence restait dans l'air, comme une accusation. « Mes amis, commença Poirot, je vous remercie pour votre patience. Le crime qui a été commis ici n'est pas un simple crime. Ce n'était Pas une impulsion, ni un combat. C'était un acte de construction, comme une œuvre d'art. « Qu'est-ce que tu insinues » demanda Carmichael, irrité. « Je veux dire que le meurtrier est un artiste. Quelqu'un qui a non seulement commis un crime, mais composé. Chaque élément, la plume ensanglantée. l'alibi écrit, le mouchoir paraffé, la lettre sur le manteau font partie d'une installation, un récit créé pour nous tromper. Et Dame Vénétia ? Demanda Iris. Est-il coupable ? Poirot secoua la tête. Non. Je pense que Vénétia a été manipulé. Je pense qu'il a découvert quelque chose et a eu peur. Sa disparition n'est pas un aveu, mais une évasion du jeu. Et qu'a-t-il découvert ? A demandé Bennet. Poirot se dirigea lentement vers la toile. Eurydice, qu'ils avaient transférée pour analyse. Il a découvert que ce tableau contient plus que de la peinture. Le meurtrier a utilisé du sang humain pour altérer une partie de la toile après le crime, parce que, pour laisser une entreprise invisible, une marque, Fenwick, eut un rire sec. Et tu t'attends à ce que le meurtrier te reconnaisse maintenant ? Faire un pas en avant, Poirot se tourna vers lui. Son regard courtois avait la fermeté de l'acier. « Non, monsieur Fenwick. Je n'ai pas besoin que le tueur fasse un pas. J'ai juste besoin d'observer qui non. Il le donne. » Un silence dense s'abattit sur la pièce. Poirot le laissa respirer. « Demain, je ferai une reconstitution du crime, une dernière scène. Et cette fois, mes amis, le meurtrier ne pourra pas cacher son pinceau. » Chapitre 7. Le procès pour crime. Le lendemain matin, un épais brouillard engloutit Kingsmere Street comme une langue de fumée ancienne. La galerie est restée fermée au public. À l'intérieur, les protagonistes de cette étrange œuvre de sang et de symboles étaient rassemblés, convoqués par Poirot avec un message clair. Une simple récréation, mes amis, pour clarifier les horaires. Et les positions ? Rien de plus ? Archibald Carmichael se tenait immobile près de la cheminée. Iris regardait le sol, les bras croisés. Fenwick feuilletait un livre sans vraiment le lire. Gregory Bennet mâchait du chewing-gum avec la mâchoire serrée. Tout le monde attendait. « Merci pour votre ponctualité », dit Poirot en entrant d'un pas mesuré. « Ce que nous allons faire aujourd'hui n'est pas un interrogatoire. C'est un exercice. Nous allons répéter le plus fidèlement possible ce qui s'est passé hier soir. Je veux voir de mes propres yeux comment vous avez tous bougé.
Et j'espère que vous découvrirez quels détails ont été laissés de côté. Ridley murmura en arrière-plan. Le commodément déformé. Poirot sourit, mais ne le contredit pas. L'horloge indiquait 9 heures lorsque la reconstitution commença. « Monsieur Carmichael, a déclaré Poirot, vous avez mentionné avoir été avec Monsieur Bennet dans la salle de sculpture vers 9h15. Veuillez rester là où vous étiez et répéter votre conversation au meilleur de vos souvenirs. Dois-je répéter le contenu exact? Demanda Carmichael avec impatience. Non, non. Juste sa position, son ton, ses gestes. Parfois, le corps Se souvient de ce que l'esprit a oublié. Archibald et Bennet se tenaient dans un coin de l'aile nord, à côté d'un personnage étrusque. Bennet a imité le geste de montrer une fissure dans le piédestal, tandis que Carmichael se frottait la tempe, comme si le dialogue lui était encore une fois inconfortable, même en parodie. À 9h35, intervint Poirot. Vous avez dit que vous étiez absent pendant quelques minutes. Montre-moi comment tu as fait. Où est-il sorti? Carmichael montra une porte latérale. Là-bas. J'ai entendu une sonnerie, une alarme sourde. Je pensais que quelque chose avait activé le système dans la salle de stockage. Et il est revenu... Au même endroit? Ouais. Poirot en prit note. Il se tourna ensuite vers Iris. Mademoiselle, vous prétendiez jouer du piano. Nous feriez-vous l'honneur de vous y asseoir à nouveau? Iris obéit avec une tension visible. Il posa ses doigts sur les touches, sans toutefois jouer de notes. Son expression était celle de quelqu'un qui ne savait pas s'il jouait une mélodie ou un rôle. Poirot descendit lentement la galerie pendant que tout le monde suivait ses instructions. Il arrêta Fenwick près de la salle de croquis. « Et vous, monsieur, avez dit que vous étiez seul ici. » « Où exactement ?» Assis là, sur ce banc. Je parcourais un catalogue. Et personne ne l'a vu, pas à ma connaissance. Mais cela n'en est pas moins vrai. Non, mais ça rend... Intéressant. Fenwick le regarda avec dédain, mais ne Répondit pas Poirot, se dirigea vers le centre de la pièce. Sa voix s'éleva légèrement. « Maintenant, monsieur Rainer, en votre absence, je prendrai votre place. » Il est entré dans cette pièce à 9h40, selon un témoin. Il a écrit un alibi. Avec du sang ou de l'encre, on ne le sait pas encore. Mais pourquoi ici? Pourquoi ne pas s'évader? Pourquoi écrire et puis mourir? Tout le monde le regardait en silence. Ridley, à l'arrière-plan, croisait les bras. Peut-être qu'il n'avait pas le choix. Peut-être que le tueur l'a forcé. Ou peut-être ce n'est pas Rainer qui a écrit quoi que ce soit. Peut-être que tout était arrangé après de sa mort, avec une intention méticuleuse. Comme quelqu'un qui prépare une scène de théâtre. Poirot s'agenouilla près du banc bas, où il avait trouvé la tâche. Il répéta le geste de regarder sous lui, comme il l'avait fait la veille. Puis il tourna la tête. « Monsieur Bennet, venez ici, s'il vous plaît. » Bennet marchait à pas durs. Il se tenait devant Poirot. « Ouais? Tu as dit que tu étais avec Carmichael tout le temps, sauf quelques minutes. Êtes-vous déjà passé par cette pièce? » « Non, je ne m'en souviens pas. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous asseoir sur ce banc? » Bennet s'exécuta, visiblement mal à l'aise, observa Poirot. Puis il acquiesça. « Merci. Et maintenant, voyez-vous ce tableau? » Il a souligné le silence d'Eurydice.
Proposez-vous quelque chose? Plutôt, ça me donne la nausée. Et cette signature? Poirot montra le coin inférieur de la toile. Ce petit plus que nous avons découvert hier. Une signature, peut-être. Ou peut-être une provocation. Mais la hauteur à laquelle il a été placé suggère que celui qui l'a fabriqué était à genoux. Comme moi maintenant. Bennett fronça les sourcils. Êtes-vous en train de dire que celui qui l'a tué s'est agenouillé devant le corps? Non, je dis que celui qui a modifié le tableau l'a fait après tuer, et il l'a fait avec théâtralité, avec un geste dramatique, comme un artiste ou comme un auteur qui souhaite que nous lisions tous son histoire exactement telle qu'elle a été écrite. Poirot se leva, il se dirigea vers le centre, il les regarda chacun lentement. Et quel est le seul endroit où tous les personnages sont obligés de dire leurs répliques, même s'ils mentent? Le silence était total. La scène, cette galerie, ce crime est une œuvre, et le meurtrier est son dramaturge. Carmichael fronça les sourcils. Et qu'espérez-vous trouver avec cette représentation? Une erreur. Car le meurtrier, comme tout auteur, a une faiblesse. Le besoin de contrôle. Et dans son obsession de tout orchestrer, il a laissé quelque chose de déplacé. Un détail qui ne rentre pas. Et quand je le trouve, Poirot ferma les yeux. Quand je le trouverai, mes amis, toute la façade tombera comme un rideau. Plus tard, en privé, Ridley s'approcha de Poirot. Et s'il n'y a pas d'erreur? Poirot sourit. Alors je vais le provoquer, parce que le meurtrier ne se sent plus observé. Et c'est à ce moment-là qu'il commet sa deuxième œuvre. Chapitre 8. La voix qui n'aurait pas dû parler. Cette même nuit, alors que la galerie retombait dans l'obscurité, Poirot demanda accès aux archives internes de l'établissement. Ellis, le majordome, le conduisit dans un petit bureau à l'arrière, où étaient stockés documents, factures, lettres et correspondances récentes. Tout ce qui entre et sort de la galerie passe par ici, a déclaré Ellis en ouvrant une vitrine en métal avec son ancienne clé. Poirot examinait les dossiers empilés dans un ordre méticuleux. Mais je ne cherchais pas de papier, je cherchais des erreurs. Et les erreurs, comme il le disait toujours, ils ne se cachent généralement pas là où vous vous attendez à les trouver. Après quelques minutes de recherche sans résultat apparent, Poirot s'arrêta devant une boîte en carton sans étiquette, cachée derrière un classeur. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un vieil enregistreur vocal du genre utilisé pour dicter des notes. À côté de lui, plusieurs cassettes non classées. Poirot tourna l'un d'eux entre ses doigts. Est-ce habituellement Utilisé? Demanda-t-il sans se retourner. C'était celui de M. Renner, répondit Ellis. Il a dit qu'il préférait enregistrer ses critiques avant de les rédiger. On le voyait toujours marmonner pendant qu'il marchait. Poirot haussa lentement un sourcil, et personne ne pensait que revoir vos enregistrements pouvait être pertinent. Ellis avait l'air mal à l'aise. Nous pensions qu'il s'agirait simplement de notes critiques. Opinions artistiques. Poirot ne répondit pas. Il inséra la cassette et appuya jouer. Le son crépita, et pendant un instant, il n'y eut rien d'autre que du statique. Puis, la voix de Renner, aiguë et nasillarde, remplit le silence. Le tableau est en effet un faux notable.
Mais ce n'est pas la technique qui le révèle, mais le motif. Eurydice n'a pas été peinte par celui qui l'a signée. J'en suis presque sûr. Et si je le prouve, 3 noms tomberont, car Michael, Fenwick est le plus inattendu de tous. L'enregistrement a été brusquement interrompu. Poirot avança la cassette. Nouveau bruit. Plus d'enregistrements. Je ne peux pas faire confiance à Vénétia. Elle est trop proche. Elle me parle du passé. Comme si je ne me souvenais pas de ce qui s'est passé à Montreux. Mais je m'en souviens. Et je n'ai pas l'intention de me taire. Pas cette fois. Poirot arrêta la cassette et resta immobile. Montreux, murmura-t-il. Ce mot a déjà été mentionné. Mais personne ne l'a expliqué. Hélice fronça les sourcils. Montreux, c'est en Suisse, non? Poirot ne répondit pas. Il s'est levé immédiatement. Inspecteur Ridley, vous devez écouter ceci, et nous devons interroger à nouveau Julius Fenwick, cette fois à propos de quelque chose qui n'apparaît dans aucun alibi, parce que c'est arrivé avant de la criminalité. Julius Fenwick entra dans la bibliothèque en fronçant les sourcils. Il n'aimait pas répéter les conversations. Un autre tour, Poirot. Quoi de neuf maintenant? Une nouvelle théorie sans preuve, une nouvelle ligne de vérité, répondit Poirot en plaçant l'enregistreur sur la table. Vous reconnaissez cette voix, n'est-ce pas? Fenwick écouta l'extrait En silence, mais ses yeux réagirent à la moindre contraction lorsqu'il entendit son nom sur les lèvres du défunt. Tu veux dire que Rainer envisageait de m'impliquer pour un faux tableau? Non, je veux dire que Rainer savait que tu faisais partie de quelque chose de plus ancien. Il s'est passé quelque chose à Montreux. Cela vous semble-t-il familier? Fenwick croisa les bras. C'était il y a des années, une vente aux enchères. Rainer a allégué que j'avais vendu une pièce volée, ce qui n'a jamais été prouvé. Cela n'a pas été prouvé car il a retiré sa plainte. Il l'a fait en échange de mon aide à entrer dans certains cercles de collectionneurs, a répondu Fenwick. C'était un maître chanteur de bas niveau, et ce qu'il a enregistré là-bas ne prouve rien. Poirot se pencha en avant, le regard fixe et perçant. Au contraire, monsieur, cela prouve que quelqu'un l'a tué non pas par colère, mais par peur. peur de quoi, j'allais dire, pas à ce qu'il avait fait. Fenwick pinça les lèvres. Et ça me culpabilise? Poirot se redressa, calme. Pas encore. Mais cela fait de lui quelqu'un que nous devrions regarder de plus près. Pendant ce temps, un message est arrivé du commissariat. Lady Vénétia avait été localisée. Elle se trouvait dans une maison de campagne à Dorking, au sud de Londres, sous un faux nom. Apparemment, il avait loué les lieux des semaines avant le crime. Ridley éclata. D'indignation. Est-ce qu'il fuyait? L'aviez-vous prévu? Poirot ne partagea pas son ton. Non? Il se cachait de quelque chose de plus ancien que ce crime. Quelque chose qui la hantait, avant même la mort de Rainer. Quelques heures plus tard, Lady Vénétia fut reconduite à la galerie. Son expression était différente, moins hautain, plus épuisée. « Êtes-vous allé à Dorking pour échapper à la police ?» demanda Ridley. « Non, » répondit-il sans détour. « J'y suis allé parce que quelqu'un avait laissé une lettre sous la porte de mon hôtel. Il disait « Si tu ne disparais pas, tu seras la prochaine Eurydice. » Poirot l'observait attentivement. « Et tu ne l'as dit à personne ?»
Je pensais que c'était Rainer qui jouait avec mon esprit. Je n'imaginais pas qu'il était déjà mort lorsque je l'ai reçu. Poirot resta silencieux pendant quelques secondes, puis il acquiesça. « Merci, dame Vénétia. Cela confirme ce que je soupçonnais. » « Que soupçonnais-tu ? » Que le meurtrier n'a pas seulement créé une scène, mais une suite. Et comme tout mauvais auteur, il a commencé à écraser sa propre histoire. Chapitre 9. Le détail que tout le monde a négligé. La galerie est restée fermée au public, mais à l'intérieur, c'était plus animé que jamais. Les policiers allaient et venaient avec des messages. Ridley parlait au téléphone sur un ton dur et les suspects, tous toujours sous enquête officielle, commençaient à se regarder avec une méfiance croissante. L'atmosphère n'était plus celle de la courtoisie anglaise, mais celle de l'enfermement émotionnel. Poirot, cependant, semblait le seul à être immunisé contre le chaos. Il se promenait dans la galerie comme s'il organisait un dîner. Ses pas étaient calmes, ses gestes doux, mais son regard, vif et méticuleux, ne se reposait pas. Cet après-midi-là, il a demandé une réunion privée avec l'inspecteur Ridley dans l'arrière-salle, où un petit bureau avait été installé pour traiter les preuves. « Inspecteur, vous souvenez-vous du catalogue de l'exposition ? » Celui sous le corps de Rainer. Non, non, je veux dire le catalogue officiel, imprimé pour les invités. Celui qui a été livré à l'entrée. Ridley hocha la tête. Ouais, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Je veux savoir combien de versions il existe. Et s'ils sont tous exactement pareils. Ridley fronça les sourcils, mais appela un agent. Quelques minutes plus tard, un jeune officier a apporté 5 exemplaires récupérés auprès de différents invités. Poirot les étala sur la table, les alignant avec précision. Puis il tourna page par page sans se presser. À la 3e page, il s'arrêta. Ici, dit-il en désignant une entrée sous le titre de la salle japonaise. Installation complémentaire, plume et encre vintage. Donne anonyme. E.T. Poirot en sortit un autre exemplaire. Cette mention n'était pas là. Ni dans le 3e, ni dans le 4e, seulement dans le 1er. Ridley s'inclina. Une version manipulée? Exactement. Quelqu'un a imprimé un nombre limité d'exemplaires modifiés, afin de justifier la présence de la plume à côté du corps. Ridley se redressa, les yeux plissés. Donc le stylo n'appartenait pas à Rainer? Non. Cela faisait partie d'un coup monté. Le tueur a placé le stylo délibérément, sachant que cela semblerait être un choix spontané de la victime. Et puis, il a modifié 1 ou 2 catalogues pour renforcer son histoire. C'est génial et désespéré. Avez-vous une idée de qui aurait pu avoir accès à l'imprimerie? Poirot resta silencieux pendant une seconde. Puis il répondit calmement. Il n'y a qu'une seule personne parmi nous qui a signé les accords avec l'imprimerie locale et qui est également chargée de superviser la conception des imprimés. Iris Carmichael. Lorsqu'Iris fut appelée à la bibliothèque, son visage était plus pâle que jamais. Il marchait comme si des pierres lui étaient attachées aux chevilles. Poirot n'élevait pas la voix. « Mademoiselle, j'ai bien peur d'avoir besoin de votre aide pour clarifier une chose. Ces catalogues, ont-ils été approuvés par vous ?» Elle baissa instantanément les yeux. « Ouais, j'ai révisé les versions avant de les imprimer.
Ils étaient tous pareils, je jure. Tous? Eh bien, au début, il y avait 2 versions, un avec l'installation du stylo et un sans. L'artiste qui a proposé cette idée a annulé à la dernière minute et nous avons supprimé cette entrée. J'ai supposé que toutes les copies imprimées reflétaient déjà cela. Poirot hocha la tête, comme si cela confirmait tout. Mademoiselle, qui d'autre a accès aux fichiers de conception numérique? Juste moi et Monsieur Fenwick? Ah, Ridley est intervenu. Pourquoi Fenwick? Iris avait des problèmes de paiement. Mon oncle a demandé à Fenwick de l'aider dans la gestion du catalogue, dans le cadre de sa supervision juridique. Il a une copie de tout. Poirot tourna légèrement les talons avec l'expression neutre d'un médecin qui vient d'identifier un symptôme important. « Merci, mademoiselle. » Cela a été très utile. Elle se leva, sans qu'on le lui demandât, et partit d'un pas tremblant. Cette nuit-là, Poirot retourna dans la salle japonaise. La scène du crime était toujours intacte, comme une scène endormie. Il regarda de nouveau la berge basse, puis le cadre de la fenêtre, puis le tapis. Quelque chose dérangeait ces cellules grises depuis le début. Un léger déséquilibre dans la composition. Il s'agenouilla et examina la base du banc. Une ligne de poussière, interrompue à un moment donné. « Ridley », appela-t-il doucement. « J'ai besoin d'une lampe de poche. » Et un tournevis, 21 minutes plus tard, le banc était démonté. Dans une cavité cachée sous le siège, Poirot trouva un 2e catalogue, avec du sang dans le coin supérieur, et manuscrit sur la dernière page « Je ne suis pas l'auteur, je suis le personnage qu'ils veulent blâmer. » Poirot ferma le cahier. Ses yeux se durcirent. « Le meurtrier n'a pas tué juste pour faire taire Rainer. Il a tué pour réécrire votre propre histoire. Et cette note est une première version, un brouillon qu'il a ensuite décidé de ne pas publier. » Ridley le regarda avec incrédulité. « Est-ce que ça veut dire que Rainer n'a pas écrit l'alibi? » Je m'en doutais depuis le début. Cette note était la première tentative. Maladroit, émotif. Le tueur a alors opté pour quelque chose de plus élégant, nettoyeur, un alibi écrit à l'encre, un geste de contrôle. Poirot a gardé la note dans sa mallette personnelle. Puis, il se releva d'un geste solennel. « Demain matin, inspecteur, nous rassemblerons tout le monde, de sorte que... » Poirot ajusta sa cravate. « Pour la fin de l'acte, et cette fois, ce ne sera pas le meurtrier qui écrira le scénario. » Chapitre 10. La pièce où personne ne pouvait mentir. La matinée arriva enveloppée dans un brouillard dense et persistant. C'était comme si même le temps refusait de s'éclaircir jusqu'à ce que la vérité éclate. À 9 heures, tous les suspects ont été convoqués aux salles des portraits, celui où les yeux peints semblaient observer sans cligner des yeux depuis leur monture dorée. Poirot les attendait déjà debout, impeccable comme toujours, à côté de la fenêtre qui ne laissait entrer qu'un filet de lumière grise. Ridley se tenait à ses côtés, tenant une petite mallette en cuir contenant des documents, des notes et, au fond, les dernières preuves. « Mes amis, » commença Poirot d'une voix claire, « ce que je vais faire ce matin n'est pas une accusation. C'est une histoire. Une histoire qui a commencé par un meurtre, mais qui a été écrite bien avant que la première goutte de sang ne tombe. » Les personnes présentes s'installèrent en silence. Archibald, Carmichael,
les mains serrées sur les accoudoirs du fauteuil, Iris avec un visage hagard, Fenwick sans expression et élégant, Gregory Bennet avec un tic nerveux dans la mâchoire. Dame Vénétie, revenant après sa disparition, regarda Poirot comme s'il cherchait la fin d'une pièce qu'il ne se souvenait pas d'avoir commencée. Nous avons été guidés vers des indices très spécifiques, a poursuivi Poirot. Un stylo sanglant, un alibi écrit à l'encre ou au sang, un mouchoir brodé d'initiales, une cape avec une carte cachée. Chaque objet soigneusement placé pour raconter une version du crime. Mais pas une version honnête, mais fabriquée avec une précision théâtrale. Êtes-vous en train de dire que tout a été mis en scène? Bennet est intervenu. Exactement, monsieur. Un paysage. Le tueur n'a pas seulement tué Rainer. Il a construit une scène autour de son corps pour façonner notre perception. Et plus encore, il a réécrit des éléments du passé, comme les catalogues d'exposition, pour étayer son mensonge. Un murmure parcourut la pièce. Iris baissa les yeux. Poirot fit un pas vers le centre. Mais ce qui m'a le plus intrigué, ce n'est pas ce qui était placé dans de la scène, mais ce qu'on a essayé d'effacer dehors, comme la disparition de Lady Venetia, provoquée par une lettre anonyme, ou la cassette d'enregistrement qui, si elle n'avait pas été oubliée dans une boîte, n'aurait jamais révélé les menaces précédentes, ou le billet trouvé hier soir, caché dans la banque. Une note que le tueur a écrite avant de décider qu'il pouvait raconter une meilleure histoire. Poirot sortit de sa mallette une copie de la note, transcrite pour des raisons de sécurité. Je ne suis pas l'auteur, je suis le personnage qu'ils veulent blâmer. Cette phrase m'a tout révélé. Parce que le meurtrier, c'est précisément ça. Quelqu'un qui vit au milieu de fiction, de textes manipulés, de demi-vérité. Ce n'est ni le sang, ni l'arme manquante, ni même le tableau qui m'ont donné la réponse. C'était le style narratif du crime. Il se tourna lentement vers Julius Fenwick. « Monsieur, vous connaissez mieux que quiconque la valeur de l'écrit. Vous avez dicté des contrats, vous avez édité des catalogues, vous avez examiné chaque lettre qui sort de l'environnement Carmichael. Vous saviez que vous pouviez façonner la perception du crime en contrôlant les éléments qui l'entourent. » Fenwick le regarda sans cligner des yeux. « M'accusez-vous formellement ?» Poirot secoua calmement la tête. « Pas encore. Mais j'affirme que vous étiez la seule personne disposant d'un accès suffisant pour modifier les catalogues sans laisser de traces. Qu'il connaissait l'histoire de Montreux et le scandale des enchères. Qu'il avait des raisons financières pour faire taire Rainer. Et plus important encore, j'avais désespérément besoin d'écrire un crime parfait. Un silence épais envahit la pièce. Ridley échangea un regard avec Poirot, mais n'intervint pas. « Et vous, mademoiselle Iris, continua Poirot, n'êtes pas coupable, mais vous avez été utilisée. Son accès aux archives, son lien avec la galerie, en ont fait un terrain fertile aux manipulations. Vous souvenez-vous avoir reçu un appel, quelques jours auparavant, vous demandant de consulter une version temporaire du catalogue, celui qui comprenait l'installation du boom? Iris ouvrit les yeux et hocha lentement la tête. « Oui. Fenwick m'a dit que c'était pour le montrer au comité des acquisitions. Cela ne serait pas imprimé. Et pourtant, c'était imprimé. Au moins quelques-uns.
De quoi donner une légitimité à une fausse piste. Carmichael se pencha en avant. Et que dit le test? Où est l'arme? Où est le sang sur tes mains? Poirot leva le doigt. Monsieur, vous pensez toujours comme un homme d'affaires. Le meurtrier n'avait pas besoin de laisser de sang. Il a laissé quelque chose de beaucoup plus difficile à effacer. Une structure narrative. Et quand quelqu'un a autant besoin de construire autour d'un crime, c'est parce qu'il n'ose pas laisser le crime parler de lui-même. Poirot s'approcha alors de la toile de « Le silence d'Eurydice ». Et ce tableau était le miroir. Ici, on a tenté d'incorporer du sang comme signature. Mais les véritables traces étaient ailleurs, dans les mots, dans les versions modifiées, dans les lettres, dans le besoin d'imposer une vérité avant que quelqu'un d'autre ne parle. Lady Vénétia rompit le silence. Feu Fenwick, Poirot ne répondit pas. Il vient de dire, l'histoire se termine. Mais il manque encore une scène. Et dans cette scène, le meurtrier doit parler pour lui-même, parce qu'il n'y a plus de pages à écrire. Juste l'aveu, alors qu'il quittait la pièce, Ridley se tourna vers Poirot. « Est-ce suffisant ?» ?»« Oui, » répondit Poirot, « parce qu'en faisant voir au meurtrier qu'on l'a lu comme on lit un roman, je l'ai laissé sans fin. Et les tueurs, inspecteurs, détestent ne pas avoir de contrôle sur la façon dont l'histoire se termine. » Chapitre 11. Le personnage hors script. La galerie était silencieuse. Non pas le silence serein d'une pièce vide, mais celui tendu, attendu, celui qui précède un aveu, une fracture, une vérité que chacun sent mais que personne n'ose nommer. Poirot marchait seul dans le couloir central, les mains croisées dans le dos, tandis que dans la salle de réunion, les suspects restaient détenus, dans l'attente d'une résolution qui ne semblait plus si lointaine. C'est à ce moment qu'Hélice, le majordome, s'approcha d'un pas rapide, visiblement Nerveux. Monsieur Poirot, quelqu'un a laissé ça à la porte arrière. Il a remis une petite enveloppe sans adresse de retour. Poirot l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une seule feuille, dactylographiée. Je m'en fiche s'il découvre la vérité. Il a détruit tout ce que j'avais construit. Il l'a effacé. Il m'a forcé à faire ça. Poirot fronça les sourcils. Ce n'était pas un aveu. C'était un cri. Une dernière tentative pour justifier ce qui n'avait aucune justification. Il tourna le papier avec des doigts gantés. Au dos, une phrase manuscrite. Ce n'était pas une mort, c'était une réécriture. Le détective ferma les yeux un instant. Mon Dieu, la nécessité de contrôler le récit jusqu'à la dernière minute. Il rangea l'enveloppe et se dirigea immédiatement vers la pièce où tout le monde l'attendait. Il n'a pas demandé le silence, je n'en avais pas besoin. Tout le monde le regardait entrer comme s'il savait déjà que le rideau était sur le point de tomber. « Mes amis, dit-il d'une voix grave, je vous remercie pour votre patience. Cette enquête a été, sans aucun doute, l'une des plus littéraires. Un crime écrit comme s'il s'agissait d'un roman, avec des actes, des scènes et un public. Sélectionné. Le meurtrier a répété chaque mouvement, chaque preuve, chaque réaction. Et pourtant, dans cet excès de perfection, elle a laissé le plus humain de tous, l'erreur. Quelle erreur? Archibald Carmichael est intervenu avec irritation. Poirot leva les yeux.
l'erreur d'écrire deux versions du même crime, celui où Rainer semblait se défendre avec un alibi désespéré, un autre où on nous offrait une signature sanglante. Une cape, une lettre, un mouchoir. Mais les vrais auteurs n'ont pas besoin de justifier chaque page. Seuls les imposteurs ont le sentiment de devoir tout expliquer. Il se tourna vers Fenwick. « Monsieur, vous n'avez pas tué par haine. » Pas même pour de l'argent. Vous avez tué pour quelque chose que votre vanité ne pouvait tolérer. Le mépris. Fenwick ne bougea pas. Quel mépris de Rainer. Il savait ce que vous aviez fait à Montreux. Il savait qu'il avait falsifié une attestation pour acquérir une œuvre volée. Vous n'avez jamais été le grand avocat en art que vous prétendiez être. Il était éditeur de vérité, auteur de fiction juridique. Et Rainer allait détruire cette image, pas avec des preuves, mais avec des mots. Un seul article de... Lui a suffi à tout gâcher. Fenwick se pencha lentement en arrière sur son siège, gardant les yeux sur Poirot. « Et ça fait de moi un meurtrier ? » Non. Ce qui fait de lui un meurtrier, c'est ce qu'il a fait ensuite. Il n'a pas seulement tué Rainer, il en a fait un personnage. Il a même volé sa mort. Il a construit un cadavre avec un récit, fabriqué un alibi, sali un stylo, changé des catalogues, manipulé la scène du crime comme s'il s'agissait d'un roman feuilleton. Ridley s'avança. Et quelle preuve avons-nous ? Poirot sortit le catalogue caché de sa poche avec la note à portée de main. La version primitive du crime. Une note écrite à la hâte, cachée sous le banc où Rainer est tombé. Ce n'est pas un alibi, c'est un plaidoyer. Il le tendit à Ridley. « Reconnaissez-vous l'écriture, inspecteur ?» Ridley l'examina. Puis il regarda Fenwick. « La même que dans la lettre que vous nous avez remise il y a une semaine, dans laquelle vous déclarez votre origine montreusienne. Même coup, même penchant. Ce n'est pas l'écriture de Rainer. » Fenwick haussa les épaules. « Des tests d'écriture, c'est tout ?» Poirot n'élevait pas la voix. « Non, j'ai aussi un témoin. » Dame Vénétia se redressa. « Vous êtes venu à mon hôtel une semaine avant le crime. » Il m'a demandé de convaincre Rainer de ne rien publier. Il m'a dit que si je ne l'arrêtais pas, il y aurait des conséquences. Quand je lui ai demandé s'il l'avait menacé, il a répondu « Je ne menace pas. J'écris des fins. » Fenwick se tourna lentement vers elle. « Et pourquoi tu ne l'as pas dit avant ? Parce que je pensais que c'était une métaphore, un des vôtres. » Poirot fit un pas de plus. « Et aussi, nous avons son histoire. C'est trop bon, trop fermé. » Vous avez tué non seulement avec une arme, que nous n'avons pas encore trouvée, mais aussi avec un stylo, du papier et de l'encre. Et cela, monsieur, l'a trahi. Fenwick resta silencieux. Finalement, il sourit. J'ai toujours su qu'il finirait entre les mains d'un lecteur. Mais je n'imaginais pas que ce serait toi. Poirot le regarda gravement. La mort, monsieur, n'est pas une histoire qu'on a le droit de monter. Cet après-midi-là, tandis que Fenwick était escorté hors de la galerie par deux officiers, Poirot resta seul dans la salle japonaise. Il a regardé la toile, le silence d'Eurydice, qui semblait désormais moins sinistre, plus vaincu. Eurydice a été trahie par celui qui avait promis de la sauver, murmura-t-il, comme Rainer
qui faisait confiance à quelqu'un qu'il pensait n'être qu'ambitieux. Et il s'est avéré être un auteur prêt à tout. Ridley apparut derrière lui. « Êtes-vous satisfait ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. « Je suis soulagé, mais pas satisfait, parce que l'histoire écrite par Fenwick, ce n'était pas seulement un crime, c'était un miroir, et en lui, nous avons tous vu une partie de nous-mêmes. » Chapitre 12. La fin qui ne peut pas être réécrite. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrestation de Jules Fenwick. La nouvelle de l'affaire avait fuité dans les journaux, mais sans sensationnalisme. Critique assassinée lors de l'inauguration artistique titrait les gros titres, sans évoquer les faux, ni les lettres cachées, ni la mort soigneusement éditée. Fenwick, comme il le souhaitait, avait réussi à garder le contrôle jusqu'au bout. Mais plus de l'histoire, seulement de son silence. Poirot retourna à la galerie pour la dernière fois. Non par nécessité professionnelle, mais par habitude qu'il accordait toujours lors de la clôture d'un dossier. Regarder calmement l'endroit où le crime avait été commis, comme un lecteur revenant à la première page, connaissant désormais Le secret qui se cachait entre les lignes. La salle japonaise était vide. La toile de Le silence d'Eurydice. Il n'était plus accroché au mur. Il avait été retiré, non pas pour être exposé ailleurs, mais pour faire l'objet d'une enquête policière à titre de preuve. En contrepartie, l'espace était occupé par le vide. Un vide qui n'était pas absence, mais fermeture. Poirot s'assit sur le banc bas où, quelques jours auparavant, une note avait été cachée. Ses doigts parcouraient délicatement le bord sculpté du bois, comme quelqu'un examinant un fragment de mémoire. « Un crime ne commence pas par le premier coup, » dit-il doucement, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'invisible. « Cela commence lorsque l'intention est formée. Et cette intention, chez Fenwick, s'est construite mot par mot, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus distinguer la vérité de la version qu'il se disait. » L'inspecteur Ridley, il apparut peu après, avec son pas direct habituel et sa voix rauque. « Je viens encore vous interroger. Il n'avoue rien d'autre. Il dit qu'il n'a pas besoin de se justifier. »« C'est logique !» approuva Poirot. « Fenwick n'a pas tué par impulsion. Elle a tué parce qu'elle croyait avoir le droit de modifier l'histoire de sa vie, en éliminant ce qui la menaçait. Et l'arme ? Un coupe-cadre. Léger, pointu, discret. Il l'a utilisé dans le cadre de son accès aux coulisses de la galerie. Il l'a jeté dans l'un des conteneurs à matériaux de la périphérie, mélangés à des copeaux de bois. Vous le trouverez, si vous cherchez bien. Ridley resta silencieux pendant un moment. Puis il demanda « Et la jeune Iris ? Saviez-vous quelque chose ?» Poirot a nié. Ce n'était qu'une pièce de son jeu. Mais de toutes les victimes, c'est peut-être celle qui a le plus perdu sans le savoir. Sa loyauté, ses efforts, sa confiance dans la galerie, tout a été utilisé pour donner du poids à un mensonge. Oui, car Michael, il survivra. Mais la galerie ne sera plus jamais la même. Qui fera confiance à une exposition où l'art sert de rideau à un crime ? Ridley hocha la tête et, avec un signe de tête, le laissa tranquille. Poirot se leva, fit une dernière promenade dans le couloir principal, puis s'arrêta devant le panneau toujours accroché à l'entrée. Une nuit pleine de beauté et de mystère. Ah, mais oui, la beauté et le mystère.
Les deux ingrédients les plus dangereux lorsqu'ils sont mélangés à l'ambition, murmura-t-il. Avant de partir, il revint au centre de la pièce et, comme dans un adieu théâtral, s'adressa mentalement à chaque personnage du drame qui venait de se terminer. Archibald Carmichael, qui avait voulu sauver la réputation de sa galerie en cachant des fissures trop profondes. À Iris, qui avait cru que le travail et l'obéissance suffisaient pour ne pas être dévorés par l'histoire. Une dame Vénétia, qui n'avait pas fui le crime, mais l'écho de ses propres décisions. Et un Fenwick qui a écrit un meurtre comme s'il s'agissait d'un roman, sans comprendre qu'en fin de compte, la vie ne répond pas au contrôle de l'auteur. Poirot ferma les yeux pendant quelques secondes. Puis, sa canne à la main et son chapeau bien droit sur la tête, il se dirigea vers la sortie. Déjà sur le trottoir, le brouillard londonien commençait à se dissiper. La ville, indifférente, continuait sa course. Les gens marchaient, les tramways résonnaient au loin. Et au milieu de ce monde qui tourne, Hercule Poirot s'autorise un sourire discret. En fin de compte, ce n'est pas le sang qui a résolu ce crime, mais le récit qui a tenté de le cacher. L'assassin a écrit son alibi avec du sang, mais il a oublié que, dans les grandes histoires, les lecteurs attentifs trouvent toujours la contradiction. Et d'un pas ferme, il disparut dans le brouillard.